Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour le partage, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci surtout pour les abonnements. Alors aujourd'hui, vraiment, nous voulons parler de différentes sorties médiatiques de certains acteurs politiques. D'abord, nous allons parler de la sortie médiatique du président de la République. Nous allons parler de la sortie médiatique de Martin Fayoulou. Nous allons aussi parler de la sortie médiatique d'Olivier Ndourungi. Ndourungi. On va parler de ça. On va parler aussi un peu du deal. Donc voilà un peu l'ossature de ce qu'on veut parler. En tout cas, quand moi je parle d'Olivier, je vais insister. Quand moi je parle d'Olivier, ne me tenez pas vraiment rigueur. C'est que je suis en train de parler du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Alors, je ne suis pas fort en nom et des choses comme ça. Il faut y avoir de l'indulgence. Vraiment, je ne veux pas dénigrer les noms d'aucune personne. Quelquefois, je suis en train d'exercer, mais ça ne marche pas. Alors, dans le flow, quelquefois, je commets beaucoup d'erreurs sur le nom. Alors, il faut avoir de l'indulgence avec moi au sujet de noms de personnes. C'est vraiment, surtout pour moi, qui enseigne quelquefois sur les noms et les tous. Je tiens beaucoup, je comprends que les noms sont importants et il faut bien les prononcer, mais quelquefois, j'arrive pas. Je fais des erreurs. Alors, il faut maintenir rigueur. Surtout, M. Olivier, j'ai beaucoup de respect. Mais là, le nom est difficile. Mais c'est Olivier Ndohungi Here. Voilà. Donc, j'ai fait un effort. Maintenant, la première chose dont je vais parler, c'est que le président de la République a fait une sortie médiatique impressionnante. Alors, la première chose, je ne sais pas, peut-être, il faut revenir sur cette histoire comme quoi le pouvoir du président de la République démocratique du Congo, mais c'est Antoine Félix Antoine Tshisekedi, devait finir aujourd'hui. Malheureusement, je ne sais pas, il est quelle heure? Il est 14h32, il faut encore attendre parce qu'on nous avait dit dans 2 semaines. 2 semaines, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent de ça là. Je ne sais pas s'ils ont bu un cocktail de drogue. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez qu'il y a une thérapie comme ça pour les gens qui ont du traumatisme, où les gens prennent des cocktails de drogue et puis ils sont dans les hallucinations. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu ça dans les films. Ils sont dans les hallucinations et puis tout à coup, ils commencent à écouter des voix et tout. Peut-être c'est là où ils ont quelqu'un écouté des voix comme ça. Et comme quoi le président va quitter le pouvoir aujourd'hui. On va le tuer ou je ne sais pas comment. Alors, ou soit, il y a quelqu'un qui est parti chez l'Enganga. Alors, on a mis les photos du président. Celui-là fait des incantations. Et puis après, on dit, oh, le président de la République va mourir dans 2 semaines. C'est possible. Mais aussi, ça peut être, comme le président a dit, des fake news. Donc, des gens qui veulent faire du buzz. Alors, ça peut être ça. Hein? Alors, comme le buzz tout autour de cette deal avec les États-Unis, c'est à propos que le président a parlé dernièrement. D'abord, avant que je ne parle, tu sais que le président a dit à propos de ces bradages de minerais. Il faut savoir que la République démocratique du Congo n'est pas seulement riche en minerais. Donc, parce que quand on parle souvent de bradage, on pense seulement aux minerais. On pense seulement aux minerais. Mais il faut savoir que la République démocratique du Congo, c'est 245 millions 400 quelque chose de kilomètres carrés. Toutes les terres de la République démocratique du Congo sont arables. Arables. C'est d'ailleurs la différence entre la République. Quand on parle de la République démocratique du Congo comme le deuxième pays le plus grand d'Afrique, moi je discute de cela parce que l'Algérie, qui est la première grande, qui est le premier pays d'Afrique en termes de superficie, une grande partie de l'Algérie, c'est le désert. Les Congo, il n'y a pas un seul endroit où il y a un désert. Pour les gens qui prennent l'avion, quand vous passez par exemple au-dessus du Maroc, au-dessus de l'Algérie, vous passez vers le Tchad, vous voyez tout, c'est du sable, c'est du sable. Dès que vous arrivez vers la République démocratique du Congo, tout devient vert, noir. C'est une richesse énorme, énorme. Alors, il y a les eaux douces.
La première, je ne sais pas, même la Russie n'a pas aussi d'eau douce qu'il y en a en République démocratique du Congo. Là, les guerres qui vont se suivre, ce ne sont pas les guerres autour de minéraux, mais les guerres autour de l'eau douce. Et où est-ce qu'il y en a? C'est en République démocratique du Congo. Alors, il y a des industries maintenant, il y a des industries qui essaient de remplacer, par exemple, remplacer l'essence par l'eau, ici en Allemagne. Où est-ce que tout, c'est comme du pétrole, cette eau-là que vous voyez, que nous avons là-bas en République démocratique du Congo. Il y a les forêts, il y a les arbres, il y a les marchés, il y a la flore, il y a la faune, tout ça. Mais pourquoi on ne peut pas brader ces choses-là? Alors, quand vous parlez de la République démocratique du Congo, il ne faut pas seulement voir le minerai, il faut voir un ensemble. C'est pourquoi le président, quelquefois, dit souvent comment comment on dit? Il parle de quelque chose comme revanche, ah ouais, revanche du sol, comme revanche du sol sur le sous-sol. Il en parle souvent, c'est pour dire tout simplement qu'il ne faut pas se confier seulement sur les minéraux. Alors, si vous êtes Congolais et que vous êtes vraiment, vous vous limitez seulement aux minéraux, c'est mal connaître votre pays. Il faut vraiment que nous connaissions notre pays. Hein? Il ne faut pas seulement parler de bradage, de minéraux, tout ça. Et c'est pourquoi les gens qui ont sorti cette histoire aussi, ils n'ont pas vraiment beaucoup réfléchi. Laissez-moi dire cela. Même beaucoup de docteurs et beaucoup d'écrivains, je voulais dire. Alors, je pense que le message du président était aussi destiné à la Senco, hein, et puis aux gens, même les gens qui ont fait une pétition contre le deal et des choses comme ça, qui ont créé cette histoire. Peut-être aussi les gens de l'opposition, surtout les gens de la Mouka, qui ont commencé avec cette histoire de cogestion, de bradage, tout ça. Alors le président leur a répondu. Je vais commencer par exemple par un fake news, comme quoi les Baswali seraient discriminé à Kinshasa, serait tabassé à Kinshasa et des choses comme ça. Le président l'a dit et il a dit pourquoi les gens ont fait ça. À propos, il a dit d'abord que non, ces accusations-là sont infondées et surtout les buts pourquoi les gens sont en train de faire toutes ces choses-là. Le but, c'est d'abord de s'aimer la division et surtout de créer une incohésion. Une cohésion au niveau de la République démocratique du Congo. Et après, ils vont venir nous dire, il y a une crise en République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait un pacte social pour la cohésion nationale et tout ça. Vous écoutez, hein, que ces mots-là reviennent maintenant tout le temps dans la bouche des Fayoul. Ça devient comme un refrain. Cohésion, cohésion, cohésion. Alors, quand ce refrain-là commence à venir aussi du Rwanda, ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant. Parce qu'on va en parler dans cette histoire, on va en parler dans l'interview d'Olivier Ndourou Kihere. On en a parlé, il en a parlé. Alors, le président a dit le but de deal, c'est de repositionner la République démocratique du Congo. C'est une reposition stratégique de la République démocratique du Congo sur le plan international. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Vous savez que le Congo, d'abord, de par sa population, de par sa superficie, de par ses richesses, de par son positionnement au niveau de l'Afrique, est destiné à être un grand pays en Afrique. Alors, les dernières années, depuis l'AFDEL, les dernières 30 années, depuis que l'AFDEL est venu, Kabila est venu, nous avons perdu cette position-là en Afrique. Le Congo-Brazzaville parlait pour nous, le Rwanda parlait pour nous, tout le monde parlait pour nous, sauf nous-mêmes. Maintenant, le président dit c'est fini cette histoire, le Congo doit parler pour lui-même. Et non pas seulement parler pour lui-même, le Congo doit revenir, ces pays-là, le plus grand pays au centre de l'Afrique, le plus puissant pays au centre de l'Afrique, les pays où les autres, d'ailleurs, c'est le seul pays en Afrique qui a 9 frontières. Est-ce que vous le saviez? Le seul pays en Afrique qui a 9 frontières. Et toutes ces 9 frontières-là, tous ces gens-là seront... C'est comme le Congo, c'est comme la locomotive, hein? Et les autres pays sont comme des wagons et suivent. Vous comprenez? Alors là, le Congo est tout devant.
Vous comprenez? Alors ça, il faut que les Congos redeviennent cette locomotive-là. Il faut que les Congos reviennent les centres même, l'endroit où les autres personnes viennent pour s'incliner. C'est comme dans le rêve comment il s'appelle, de Joseph. Il a vu que tous les 12 frères s'inclinaient devant lui. Alors, je vous ai toujours dit que les Congos, un jour, les Congos réussit, et c'est ce que le président veut faire. Tous les autres 9 et tous les autres autour doivent venir faire des courbettes à Kinshasa. Et c'est ça le sens. Alors, mais vous avez quand le président a dit, vous avez vu quand le président a dit, je ne braderai jamais, je ne braderai à jamais les richesses de la République démocratique du Congo. Vous avez vu la réaction dans la salle? Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? Est-ce que vous avez observé qu'est-ce qu'il y avait comme réaction dans la salle? C'était des applaudissements spontanés. Maintenant, comparez cette réaction spontanée avec M. Fayoulou et ses gens en Belgique ou en France. J'ai tout regardé. C'est déprimant. D'abord, les questions et tout, c'est déprimant. C'est déprimant. Il y avait quelques applaudissements sur des questions inutiles. Alors, vous voyez la différence. Et c'est ce qui prouve, ça démontre même l'état de notre opposition. Alors, vous voyez ce que le président a dit. Hein? Donc, le président, en disant cela, il a vraiment, une fois de plus, démonté l'opposition, démonté les gens qui sont dans les fake news, hein, avec et non pas seulement la première fois que le président dit des choses comme ça. Le président a déjà dit une fois, je ne trahirai pas les Congos, et ça c'est devant Macron. Il a dit une fois, je ne veux pas négocier avec le pantin. Alors vous comprenez que le président a une position, et cette position-là, il veut tenir cette position-là. Alors, c'est ce qui me conduit à cette histoire de deal avec les États-Unis, parce qu'on parle du deal. Hein. Bon, je vais parler du deal, parce que l'impression que j'ai que nous, Congolais, nous pouvons beaucoup apprendre du deal nous pouvons apprendre du deal entre l'Ukraine et les États-Unis. C'est un exemple D'ailleurs, même l'accord de paix que nous sommes en train de négocier, que nous allons signer, pourrait devenir un exemple pour Trump, pour les autres accords de paix. Pourquoi? Parce que Trump n'a pas une expérience de négociation diplomatique. Les seules négociations diplomatiques que Trump a eues, c'est avec les talibans. Ça a échoué lamentablement. Ça, vous savez, ça a échoué. Ça se faisait aussi à Doha, hein, ça a échoué. Au Qatar, ça a échoué. D'ailleurs, vous avez vu le dernier agiment où les Américains étaient en train de quitter Kaboul, parce que les talibans les ont chassés. Tout ça, c'est à cause de ces négociations-là. Donc, ce n'était pas une réussite. Mais maintenant, comme lui, il veut devenir un président de la paix. C'est ce qu'il a dit, je vais devenir un président de la paix. Il est en train de chasser le prix Nobel de la paix. Croyez-moi, le deal de la République démocratique du Congo, pas le deal, mais plutôt l'accord de paix, va servir de modèle pour beaucoup d'autres accords de paix, même l'accord de paix de la Russie avec l'Ukraine ou beaucoup d'autres pays qui sont, dans beaucoup d'autres pays qui sont en conflit. Alors, ce qui est important, par exemple, en ce qui concerne le deal ou même les négociations de paix, il faut connaître comment, comment Trump wird getriggert. Ah, ça c'est en allemand maintenant. Comment Trump réagit. Comment il réagit, Trump? Hein? Quelle est la psychologie de Trump? N'oubliez pas que Trump a écrit un livre qui s'appelle The Art of the Deal. Et là, il est en train de parler de principes pour faire un deal. Alors là, dans sa première présidence, on s'est moqué de lui parce qu'on pensait que lui, c'était un deal maker, mais il ne sait même pas faire le deal. Donc, sur ce sujet-là, il est en train d'apprendre comment faire un deal. Mais peut-être il faisait le deal dans le domaine de l'immobilier. Maintenant, il veut faire ce deal-là. C'est un président qui aime le deal.
Il aime le deal. Il aime les accords. Alors, c'est très important de savoir que Trump, comme il est là, il n'aime pas les gens qui sont faibles. Ça, il faut savoir, Trump n'aime pas les gens qui sont faibles, les gens qu'il appelle des losers. Il n'aime pas les losers. Si tu viens négocier avec Trump, tu viens dans une posture de quelqu'un qui est faible, tu vas perdre. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas les losers. Les deux, Trump aime monter les enchères très haut pour qu'on vienne se rencontrer au milieu. C'est ce qu'il est en train de faire avec les histoires de tarifs, malheureusement, ça tourne très mal pour lui, parce que les autres ont compris qu'il fonctionne comme ça, et aussi ils ont augmenté, par exemple la Chine, maintenant même le Japon, et même l'Union européenne, et même le Canada. Ils ont tous réagi de la même façon. Maintenant, Trump est coincé et il essaye un peu de faire des négociations. Maintenant, il a annoncé des négociations avec la Chine. Donc, vous comprenez qu'il est monté très haut les enchères. Non pas seulement ça, Trump, c'est quelqu'un qui il fait de la transaction. Alors, il veut, tu donnes, tu reçois. Il n'aime pas les gens qui reçoivent de l'aide. C'est pourquoi il a abîmé complètement cette histoire de USAID. Il a complètement tué. Je pense qu'il y avait 15 000 employés là-bas, maintenant il y en a seulement 200. Donc, il a tué ça. Il a retiré la banque de la Banque africaine de développement, les subsides que les États-Unis donnaient. Pourquoi? Parce qu'il veut privilégier le dialogue direct entre les États. Vous comprenez qu'il n'aime pas les histoires d'aide. Alors, si vous parlez là-bas pour chercher de l'aide, faire des courbettes, non, Trump n'aime pas ça. Trump aime des gens qui négocient avec lui phare à phare, tête à tête. Alors, c'est très important. Je suis toujours allumé. C'est très important que nous connaissions comment Trump fonctionne. Alors, pour finir cette section, parce que c'est important de savoir que d'après ce que j'ai vu dans l'interview de Olivier, le ministre des Affaires étrangères, parce qu'il a parlé d'abord sur Rwanda TV, c'est là où j'ai regardé ce que je suis en train de dire. Il a donné pratiquement, c'est comme un calendrier, le 25 avril, ce qui va se passer, le 2 mai, ce qui va se passer, et en mi-juin, il y aura de signature des accords à la Maison-Blanche, et là, il y aura tous les présidents de l'Afrique, il y aura beaucoup de présidents de l'Afrique, beaucoup de présidents EAC, SADC et tout ça. Donc, c'est une grande messe. Et Trump aime les shows, vous comprenez? Une grande messe. Alors, il faut savoir que il est en train de se préparer déjà pour cette grande messe. Parce que ça va, cette fois-ci, les Noirs ont voté beaucoup pour Trump. Les Noirs américains ont voté beaucoup pour Trump. Donc, il veut faire quelque chose aussi pour les Noirs américains. Il veut faire quelque chose aussi pour les Noirs américains, montrer que lui, il s'intéresse aux Noirs, des choses comme ça, à l'Afrique, des choses comme ça. Donc, je vais tout simplement conclure pour dire que Trump a besoin de la République du Congo plus que nous, on a besoin de Trump. Je vais insister sur ça. Il a besoin de nous beaucoup plus que nous, on a besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'économie, ça ne marche pas. Au niveau même de l'immigration, ça ne marche pas. Il a besoin de quelque chose pour présenter aux Américains. Voici, moi, je suis en train d'amener la paix dans le monde. Et ça va même l'aider à s'occuper des autres théâtres de guerre et des choses comme ça. Il pense va apporter la paix comme l'Ukraine, comme les Soudan. Alors vous voyez, c'est ce que je veux dire. Seulement quand on va négocier, il faut rester ferme dans ses bottes. Il faut être dur. Parce que Trump aime quand on est dur. Si vous n'êtes pas dur, il va vous imposer sa volonté. Voilà. Je suis en train simplement de dire, je suis tout simplement en train de dire. Alors, il faut être ferme avec lui. Il faut être ferme avec lui. Maintenant, venons à cette histoire des interviews, l'interview de Messier Fayulu. Messier Fayulu a fait 4, Martin Fayulu a fait 4
4 sorties médiatiques et je vais tout analyser. 4 sorties médiatiques. Alors, je vais commencer par dire ceci. À regarder seulement tout ce que Fayulu a dit, j'ai tout regardé, Alors, je suis arrivé vraiment à cette conclusion ici avant que je commence à donner quelques éléments pour vous comprendre. Il y a des gens qui vont se fâcher parce que non, tu n'es pas objectif et des choses comme ça. Il faut rester là et écouter si je ne suis pas objectif. Parce que j'ai regardé. Peut-être si on regarde la même chose, peut-être on peut arriver à la même conclusion. Je pense que c'est un homme qui est très impulsif et il essaie de cacher son impulsivité. Est-ce que ça existe? C'est quelqu'un qui est très impulsif, très colérique, mais il essaie de se cacher en train de rire un peu, des choses comme ça. Ça sort de, je ne les connais pas, mais j'ai regardé, ça sort de ses interviews. Alors, il faut contraster cela avec le président Tshisekedi. Il faut contraster cela avec, parce que cela a de la signification. Un président impulsif. Alors, j'ai l'impression que c'est vraiment une pirouette. Quelqu'un qui change ses positions en fonction de la direction du vent. Alors, si ça va de l'autre côté, il va de là-bas. Si ça va de l'autre côté, il va de l'autre côté. Et puis, j'ai constaté que Martin Fayulu était rancunier. Et je vais expliquer tout cela. J'ai constaté aussi que Martin Fayulu n'a pas de caractère, ni de tempérament, ni vraiment une vision pour être président de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi je suis arrivé à tout cela? Parce que j'ai analysé le discours de Martin Fayulu. En analysant ce discours, je constate que chez Martin Fayulu, il y a beaucoup de choses. D'abord, je constate que ce n'est pas vraiment un leader dans le sens de ce que moi j'entends comme leader. Alors, je vois qu'il fait beaucoup d'erreurs de diagnostic et beaucoup d'erreurs de jugement. Je vois qu'il fait, par exemple, il parle de dialogue proposé par Senko. Il dit par exemple le dialogue proposé par la Senko ECC est meilleur que le dialogue de Doha et de Washington. Par exemple, il dit des choses comme ça. Ça c'est faire un mauvais jugement et une mauvaise diagnostic. Maintenant, il dit que le président, comme le président Mobutu, c'est le président Tshisekedi qui doit convoquer les dialogues dont il dit il est l'initiateur, il a l'idée, lui c'est son idée, mais il dit Tshisekedi doit convoquer ça. Très intéressant, n'est-ce pas? Alors, et je constate qu'il est en train de se réfugier derrière la Senko. Et puis, parce que je parle des erreurs de jugement, il ne comprend pas que les temps ont changé. Que même il y a la démocratisation des médias. Les temps ont changé. Il n'a pas compris ça. Il est en train de faire des grandes erreurs à ce niveau-là. D'autre part, une autre partie dont je vais développer, c'est combien de fois il est incohérent et il est inconsistant. Maintenant, je vais seulement vous donner quelques éléments au sujet des erreurs de jugement ou même des erreurs de diagnostic. Lui, il dit toujours, dans l'interview avec moi, M. Lusakwe nous l'a dit, qu'on lui a volé son élection et qu'on devait l'appeler président élu. Et que quand on lui pose la question, est-ce que c'est quand il faut faire les dialogues, là, il faut que ce problème-là soit au milieu, au centre? Lui, il dit non, ce problème-là ne doit pas être au centre, mais on doit en parler. Alors, vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui ne comprend pas vraiment les enjeux du problème. Donc, il est en train de confondre ce qui est essentiel à ce qui n'est pas essentiel. Si un homme se perd à s'occuper des choses de la périphérie, des choses autour, au lieu de s'occuper des choses qui ont une grande signification, alors, la possibilité de voir, c'est ça le problème. C'est ça qui est le problème. Je ne sais pas comment je peux donner cet exemple. C'est par exemple Jésus, quand il était avec les jeunes hommes riches là, les jeunes hommes riches, hein,
qui disait, j'ai tout bien fait, j'ai fait ceci bien, j'ai fait toutes ces choses bien. Et Jésus lui dit, mais il te reste une chose. Ça, tu es très attaché aux richesses. Va faire telle chose. Savoir vraiment les points, mettre le point sur les problèmes et ne pas s'occuper des choses qui sont inutiles. Je ne sais pas, c'est un coup de sagesse. Il faut être sage. Mais tu sais, et l'autre, comment il s'appelle? Martin Fayot n'a pas ça. Il s'accroche à des choses inutiles, vraiment inutiles. Comme par exemple, président élu, comme par exemple, on m'avait volé les élections. Ça, ce sont des choses inutiles. Alors, maintenant, par exemple, un mauvais calcul aussi, parce que tu sais, quand est-ce que leur dialogue a commencé? C'est quand Goma et Bukavu est tombé. Alors, il voulait exploiter ces moments-là parce qu'il pensait que le président est faible. C'est pourquoi vous attendez tout le temps les gens de l'opposition. Marc Moukebaï, il est faible. Depuis que Goma est tombé, il est faible. L'autre, comment il s'appelle? Martin Fayou, faible. Seth Kikouni, le président est faible. Denis Sassinga, le président est faible. Senko, le président est faible. Donc, c'est un discours coordonné parce qu'ils pensaient que maintenant que Goma et Bukavu et Goma sont tombés, le président de la République est faible et on peut lui demander tout. À ce moment de faiblesse, parce qu'il est faible, on va lui donner, on va lui imposer un dialogue. Et c'était ça même l'idée de la Senko. Alors, il y avait, tu vois que c'était une action coordonnée, M23, FC, opposition, Senko, ECC, Kagame, Katumbi, Kabila et tout ça. Donc, c'était ça leur rationnel. Ils étaient en train de se dire, on va vraiment, par cela, on va l'affaiblir au niveau national et international. C'est pourquoi vous avez écouté cette histoire on doit aller demander des garanties, des légitimités et tout ça. Pourquoi? Parce que comme elle lui dit, l'initiative venait de lui. Alors, s'il s'assied et qu'il y a des résultats, parce qu'il parle des résultats qui sont imposables à tous, alors ils ont besoin de garanties et des choses comme ça. Et ça, ce sont des erreurs, des jugements graves. Parce que où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Parce qu'ils pensaient que le président est faible, alors que le président est là. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Alors, ils pensaient qu'ils peuvent prendre le pouvoir par le dialogue, tout simplement. Vous savez, le président, en fait, c'est un coup de génie aussi du président, hein, quand il s'est libéré du cash. Hein. Donc, il voulait faire un peu la même chose au président. Alors, regardez par exemple, le dialogue proposé par la Senko et CC est meilleur que le dialogue de Washington. Et vous écoutez cela aussi au niveau du Rwanda. Olivier Nduhungihere a dit la même chose. Il trouve qu'après les accords de Washington, il faut encore s'asseoir pour continuer avec EAC, SADC et avec aussi l'histoire de Senko. En tout cas, si les Rwandais commencent à vous soutenir, et si les Rwandais commencent à soutenir votre effort, vous êtes vraiment en difficulté. Si les Rwandais commencent à dire que les deals là, que votre histoire là, les pactes là, vraiment, il faut que le pacte ait lieu et qu'ils commencent à vous soutenir, c'est que vous êtes en difficulté. C'est une action concertée, n'est-ce pas? C'est une action concertée. Alors, il dit encore Mobutu, le président Mobutu, ça me fait rire parce que quand il dit le président Mobutu doit convoquer le dialogue national, ok, mais vous avez dit, c'est votre initiative, n'est-ce pas? Vous avez dit c'est votre initiative, c'est d'ailleurs quelque chose une incohérence, parce que vous avez dit un moment c'était l'initiative de la Senko, un autre moment c'est l'initiative de quoi? Ton initiative, un autre moment c'est l'initiative de la Senko, et puis après tu dis non, le président doit convoquer. Mais je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Vous comprenez? Donc, il est toujours, tout le temps dans la confusion. Le pire, c'est que M. Fayoul se cache toujours derrière l'Église catholique. Toujours derrière l'Église catholique.
Donc, Fayoul ne peut pas exister sans la Senko. Toujours derrière l'Église catholique. Alors, c'est là la plus grande erreur parce que c'est que M. Fayoul n'a pas compris les institutions partout en Europe, même en Afrique. Les gens ne veulent plus être liés aux institutions parce que les institutions ont déçu. Hein? Et l'Église catholique aussi a déçu. Alors, lui, il pense que la même Église catholique du temps des Maloula, l'Église catholique du temps, c'est Etsao qui est venu après Kamaloula. Alors, l'Église catholique de Monseigneur Mosengo, c'est la même Église catholique de Chole, de Monseigneur Ambongo et de Monseigneur Fulgence Moutéba. C'est deux choses différentes. Donc, à cette époque-là, on respectait les Mosengo, on respectait les Maloula, on respectait les Tsao. Qui respecte encore Chole? Chole du monde entier. Alors lui, et c'est pourquoi, au fur et à mesure, il se cache derrière ces gens-là, et chaque fois, c'est comme si ce sont des actions concertées entre lui et l'Église catholique. Les problèmes qu'ont l'Église catholique, ça lui arrive directement. Quand on va refuser le dialogue, ça va toucher directement Martin Fayoul. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va devenir comme l'Église catholique, complètement cadavère. On va l'oublier. Une fois que le président va refuser de faire le dialogue, on oublie l'Église catholique, on oublie aussi Fayoul avec l'Église catholique. Alors, pourquoi? Parce qu'il est toujours derrière l'Église catholique. Et je suis convaincu que lui-même, il ne voulait même pas s'approcher de lui-même comme ça, comme personne, tel que nous connaissons Martin Fayoul. Il ne voulait même pas s'approcher de Kabila, il ne voulait même pas s'approcher de Katumbi, il ne voulait même pas de Nanga, il ne voulait même pas de Kagame, il ne voulait même pas... Mais parce que les Cholais et les Fulgence sont venus pour faire des beaux offices, les chefs spirituels m'ont demandé. Alors, tout à coup, il est derrière, il commence à signer des communiqués et tout ça. Et c'était la même erreur pendant les élections. On est venu lui vendre, je ne sais pas quoi, je ne vais pas aller aux élections, après je vais aller aux élections. Alors, il est en train de perdre en importance et il est en train de perdre tout le respect, il est en train de perdre en crédibilité, tout simplement parce qu'il est toujours en train d'être charrié par l'Église catholique. Alors, une autre chose que lui n'a pas compris, c'est la démocratisation des médias. Vous savez, si vous allez sur TV5, RFI, France 24, Top Congo, tout cela c'est bien, il faut aller. Mais aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'un des problèmes que comment il s'appelle? Madame Harris, aux États-Unis, au lieu d'aller dans un média en ligne qui est populaire, comme les shows un show là, comment il s'appelle, d'un type comme ça, j'ai oublié le nom aux États-Unis, là. Il n'est pas parti là-bas, Trump a fait ces choses. Alors c'est la même chose, lui il pense vraiment si tu vas chez TV5, RFI, on te fait des interviews là-bas, alors tu penses j'ai fait quelque chose d'important. Or ces médias-là aujourd'hui ne représentent plus rien. Les médias en ligne, tous les médias en ligne, par exemple, les commentaires que je suis en train de faire, si 10, 4, 5 personnes partagent cela, ça prend de l'importance. Alors que chez TV5, comme beaucoup d'Africains ne veulent même plus suivre TV5, c'est mort. Alors ça, c'est une erreur. Maintenant aussi, c'est que M. Fayoul avait dit, il y a 10 ans, par exemple, à propos de Kabila, par exemple, à propos de Katumbi. Hein? C'est que lui, il avait dit. C'est maintenant, il y a des extraits, hein? C'est pourquoi vous voyez, il avait dit des choses sur Katumbi, sur Kabila. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ressort ce qu'il avait dit. Il avait dit quelque chose sur Paul Kagame, on ressort ce qu'il a dit. Alors, il y a Martin Fayoul
les propos de Martin Fayulu hier et les propos de Martin Fayulu aujourd'hui. Et tu vois combien ça détruit Martin Fayulu complètement. Parce qu'il n'a pas de personnalité, il n'a pas de constance. Alors ça me conduit à dire l'un des problèmes peut-être les plus importants et l'une des faiblesses de Martin Fayulu les plus importants, c'est qu'il change de position comme il change ses sous-vêtements. Il change de position à tout moment. C'est une pirouette, ça va dans tous les sens. Et puis, il fait toujours la politique de l'autruche. Il fait toujours la politique de l'autruche. Oh, moi, je ne veux pas aller rencontrer Tshisekedi parce que les gens vont dire que non, on se rencontre. Maintenant, tu ne veux pas aller rencontrer Tshisekedi, mais tu vas aller rencontrer Nanga. Tu vas aller rencontrer Kabila. Tu vas aller rencontrer Katumbi. Mais c'est quoi comme contradiction? C'est quoi comme contradiction? Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est, c'est l'autruche. Hein? Il est très incohérent, très incohérent. Je voulais vous donner un exemple. Hier, il a dit à Bruxelles, c'est lui qui est l'initiateur du pacte social sur TV5 avec Christian Lusakweno. Ce n'est plus lui, c'est la Senko. Alors, on ne sait pas vraiment. Je vais aller aux élections, après je ne vais pas aux élections, et après on part aux élections. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de position du tout. Il n'a pas de position, il n'a pas de vision et tout ça. C'est maintenant qu'on voit aussi, il disait pendant la campagne que Tshisekedi a volé son slogan contre Kagame, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Hein? Tshisekedi a volé son slogan contre... Il n'était jamais contre Kagame, il m'a suivi et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il parle tout le temps de mauvaise gouvernance, les mêmes discours, mauvaise gouvernance, bradage, tout ça. Nanga, c'est un Congolais comme moi. Kabila fait partie de la solution. Donc, Nanga devient un interlocuteur. Kabila devient fréquentable. Alors, vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'a aucune position. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire tout simplement que M. Fayulu est faible. M. Fayulu n'a pas de principe. C'est un homme sans vision. C'est un homme qui est... il a un mauvais jugement. Il fait toujours de mauvais diagnostics. Il n'écoute pas les conseillers, j'ai l'impression. Il manque de discernement du caractère et le tempérament pour être président de la République. Et d'ailleurs, c'est ça ma conclusion, son association avec Donatien Scholl et la Senko et les CC fait que M. Katumbi est en train de mourir politiquement. Ça va être la mort politique certaine. D'ailleurs, s'il n'y a pas de dialogue, ça va être la mort politique certaine de M. Fayulu. Peut-être que la prophétie de Pasteur Diallo s'accomplit, qu'un politicien va mourir. Je ne pense pas qu'il parlait peut-être d'une mort physique, mais peut-être d'une mort politique. Alors, c'est possible. Alors, venons maintenant à cette histoire, à l'intervention de messieurs. Non, je dois revenir à une question qui est importante. Je voulais vous poser cette question ici. Vraiment, je vous demande de fermer un peu les yeux comme ça. Et vraiment, fermez les yeux et réfléchissez un peu à cette question. Je veux que vous fermiez les yeux. Hein? Après 18 ans de Kabila, alors, la crise de Covid, la guerre à l'Est, et les pressions diplomatiques, la pression internationale, les trahisons des politiciens, les trahisons de l'armée, les villes qui tombent et tout ça. Alors, fermez un peu les yeux, hein? Fermez les yeux et imaginez les Congos vraiment en train d'être dirigés par un impulsif comme Martin Fayulu. Je t'assure, il faut que sabino vérité. Tolinga to kufa bisonyos. Tolinga to kufa bisonyos. Parce que je ne vois pas cette pression-là avec tout ce que Martin Fayulu, il n'est pas à mesure de porter cette pression-là sur ses épaules. Oh, c'est ça que je vois. Peut-être il serait devenu même fou.
Ok, normalement, les présidents ne deviennent pas des fous parce qu'ils avalent beaucoup de médicaments. Alors, il y a aussi M. Olivier Nduhungihere qui a fait aussi une solitude. Il était sur TV5, France 24, il était sur Rwanda TV et puis il a donné les calendriers là-bas et comment tous les accords vont se passer. Il a parlé et, et la question qu'on se pose, qu'est-ce que sa sortie médiatique signifie pour nous? Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a un message? Je constate seulement que, comme avant le 15 décembre, quand il devait aller signer là-bas, Kagame, quand il devait aller signer à Luanda, ils ont fait la même chose. Madame Kaikwamba était calme, mais ils ont commencé à passer dans les médias pour faire des commentaires. Alors, soit ils cherchent des moyens pour ne pas aller à Washington pour signer l'accord, soit ils sont en train de communiquer quelque chose. Alors, moi, je pense que les Rwandais le savent. Cette guerre et ces négociations, ce sont les dernières négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Prochainement, s'il y a quelque chose, ça va être une guerre ouverte entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les Rwandais le savent. D'ailleurs, lui-même, mais Olivier a dit que non, j'ai l'impression que la République démocratique du Congo ne croit pas une solution négociée. Ils sont en train de préparer une guerre contre nous. Donc, il a dit, je dois le... la RDC ne croit pas une solution négociée, alors ils sont en train de préparer la guerre. Ils pensent que non, on doit finir cette histoire par la guerre. Moi, ça m'a réjoui. Hein? Moi, ça m'a réjoui. Selon lui, selon ses informations à lui. Alors, ça, c'est déjà un moyen de pression. Que ça veut dire que ils sont en train de sentir vraiment la pression. Ils savent que si ces négociations ne marchent pas, si ces négociations échouent, si messieurs, et ils n'acceptent pas ce que le président est en train de les présenter, de négocier avec eux, en tout cas, les bâtons vont tomber. Hein? Les bâtons, ça va être une guerre ouverte. Une guerre ouverte. Très sérieuse. Alors, c'est ce que moi j'ai compris. C'est pour cette raison, il commence à dire non, peut-être, voilà. Je pense aussi qu'il y a quelque chose dans le sens où peut-être les gouvernements, qu'est-ce que j'ai encore écrit? Oh. Alors, permettez-moi, parce que là, je risque de me perdre dans mes fiches. Je ne vais pas m'emballer. Ouais, ok. Oui. Alors, je pense qu'ils ont mis quelque chose dans les accords qui vont faire que la République démocratique du Congo dit « je ne veux pas signer ces accords-là ». Alors, par exemple, ils vont demander l'amnistie pour les gens du M23 AFC, les brassages mixages, lever les sanctions contre le Rwanda et les gens du AFC. La question des réfugiés, je ne pense pas que ça, c'est une question très difficile, même si elle est vraiment dans sa praticabilité très difficile. La poursuite des FDLR, par exemple, ils peuvent dire ici, oh, nous voulons vraiment une forte conjointe Rwanda, FARDC, comme ils font avec l'Ouganda, comme ça on chasse les FDLR. Le gouvernement va dire non, ça c'est impossible. On ne peut pas reprendre les mêmes histoires qu'avec Kabila, ça ne va pas passer, donc c'est difficile. Alors vous comprenez, hein? Alors ils vont peut-être demander quelque chose comme ça. Ils vont peut-être demander que non, il faut qu'il y ait un partage de pouvoir, ou il faut qu'il y ait peut-être la cogestion de ressources, des choses comme ça. Ils insistent sur les dialogues SENCO et CC. Ils insistent là-dessus. Ils vont dire non, quand on signe, il faut qu'il y ait un dialogue avec les intercongolais. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore écrit?
ou bien il faut qu'il y ait une force d'intervention, entre les Congo et le Rwanda. C'est que la République démocratique du Congo peut-être va refuser. Alors, j'ai l'impression personnellement que, à part ce que j'ai vu et la façon dont il a parlé, s'il n'y a pas cette histoire pour capoter à la dernière minute les négociations de Washington, n'oubliez pas, le Rwanda est allé signer là-bas comme l'agresseur de la République démocratique du Congo. Ça, c'est quelque chose d'énorme contre le Rwanda. Alors, le Rwanda se sent peut-être vulnérable, et surtout après la mort de Kagame. Est-ce que vous êtes fait des idées quand Kagame va mourir? Qu'est-ce qui va se passer au Rwanda? Vous avez imaginé? Vous avez réfléchi là-dessus? Peut-être le fils à Kagame devient président. Ça va être des heures de paix là-bas, au Rwanda. Le fils de Kagame. Vous pensez que ça va être facile là-bas? Non, ça ne sera pas facile. Alors, tout ça, ça fait réfléchir. Alors, j'ai l'impression que c'est ce qu'il dit. Ils veulent un autre dialogue ou une poursuite des dialogues après Washington sous forme de EAC, SADC, SENCO, ECC, et tout cela pour sortir le Rwanda du problème et revenir faire de façon que ce problème-là redevienne congolais, surtout recadrer les dialogues en faveur toujours du Rwanda. Voilà. Alors, je vois aussi, il y a monsieur... Alors, j'ai encore écrit quelque chose sur l'observation parce que, normalement, il a parlé aussi du fait qu'ils veulent prendre des réfugiés que Trump veut envoyer. Ils sont en train de négocier avec Trump. Là, je ne me fais même pas des idées parce que non, le Rwanda n'a pas de... Ils n'ont pas de morale au Rwanda. Ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas de... Pour eux, vraiment, tuer les gens, ce n'est pas un problème. Prendre des réfugiés, c'est pas... L'essentiel est qu'ils ont de l'argent. Pour voler les minéraux, ce n'est pas un problème. Donc, c'est un pays qui n'a pas comment je peux dire, de boussole morale. Il n'y en a pas là-bas. Il n'y a pas de conscience morale. Il n'y en a pas. Donc, d'ailleurs, seulement ça, c'est un conseil pour le Rwandais. Il faut savoir que Trump va perdre les élections il y aura, dans 2 ans, il y a les élections sénatoriales et du Parlement, du Congrès. Trump va perdre. Si Trump perd ces élections-là, vous revenez à la case du départ. C'est comme avec le parti conservateur anglais qui venait pour vous dire aussi, il est dit, dès que les travaillistes sont venus, ils ont annulé tout. Ça va être la même chose. Alors, il ne faut pas gaspiller votre temps. C'est un conseil que je vous donne. Mais comme vous n'avez ni conscience morale, ni... ni morale, ni... alors, vous allez le faire. Alors, faites-le. 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 Alors, il y a aussi Nanga qui a fait une interview avec M. Steve Wemby. Alors, je vais tout simplement dire que il y a vraiment... Il dit que tout le monde est maintenant membre de l'AFC. Et puis, M. Wemby lui a posé la question. Il est là-bas depuis 4 jours, mais les gens sont en train d'être tués tous les jours. Vous avez vu que la réaction de Nanga montre que les choses ne sont pas bien là-bas. Et que lui-même, Nanga ne va pas bien là-bas. Hein, vous avez vu, hein? Vous avez vu. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut seulement faire attention parce qu'ils commencent à construire les routes. Moi, je pense qu'ils construisent les routes parce qu'ils prétendent que non, ils veulent faire peut-être la République du Kivu. Je vous ai entendu parler de la République du Kivu. Ou peut-être préparer les routes pour permettre vers Walikale, quand il y aura la guerre, que vraiment ça se passe rapidement, des moyens de déplacement. Donc, je ne sais pas. Et ils essaient de vraiment s'installer, parce qu'ils savent qu'après
les négociations, l'armée rwandaise doit partir. Et sans l'armée rwandaise, ces gens-là, ils ne peuvent rien. Donc, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de se faire, mais il faut absolument que les Wazalènes, nos militaires, nos RDC fassent attention que ces gens-là vraiment ne s'établissent pas sur place. Parce que je ne sais pas si c'est un moyen de pression de vouloir diviser cette partie de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, mais les choses ne vont pas bien là-bas. Parce qu'on lui a posé la question, mais si vous n'arrivez pas à sécuriser Goma, comment vous allez sécuriser Mbujimaï? Comment vous allez sécuriser Kinshasa? Et là, c'était chaos. Alors, vous voyez, quand les gens veulent tromper et ça ne marche pas. Alors, il faut seulement il faut tout simplement faire que ces gens-là perdent. Je vais répéter mes demandes, surtout pour les gens qui négocient. Il ne faut pas qu'il y ait des brassages. Il ne faut pas rémunérer les Nanga. Il ne faut pas rémunérer Nanga. Il ne faut pas rémunérer Bissimo. Il ne faut pas rémunérer Kanyika. Il ne faut pas rémunérer Willingoma, Makenga, Biamungu. Alors, tous les deux gouverneurs là, toutes ces personnes, il ne faut pas leur donner de l'amnistie. Il ne faut pas leur donner une certaine impunité. Ils doivent être poursuivis et être punis pour qu'une fois pour toutes, ces histoires de guerre ne se répètent plus. Parce qu'il faut que ça soit exemplaire. Il faut que les gens voient, et c'est dans ce sens-là qu'il faut mettre Kabila aussi. Kabila. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'Atumbi peut-être joue un peu, mais il se retient. Mais Kabila, toutes ces personnes, il ne faut pas que vraiment les gens vont à Ouganda, vont à Kigali et cherchent des moyens pour venir tuer d'autres Congolais. Et nous acceptons, depuis 30 ans, nous acceptons cela. Vraiment, il faut mettre fin à cette histoire cette fois-ci et c'est fini. Alors, je suis d'avis que, comme vous venez d'écouter Nduhingire là, c'est que ce sont eux qui sont en difficulté. Ils sont soit en position de faiblesse, soit ils sont en train de préparer autre chose, comme quoi la partition peut-être du Kivu pour faire pression sur le président de la République à cause de leur fameux dialogue, M23, AFC, Senko et tout ça. Alors, nous, on va regarder ce qui va arriver. Mais Dieu ne le sera pas cela. Que le Seigneur vous bénisse.